Boris, je ne représente pas tout le monde parce qu'on est déjà un peu en retard et je pense que ça fait déjà 2 jours qu'on est là. Donc voilà, Marine, j'ai parlé de toi au moment où on a lancé le film. Peut-être Boris, déjà, vous faire réagir dans un premier temps sur ce film. Et puis après, quand j'aurai repris un peu mes émotions, j'animerai, je ferai mon job. Alors, merci. Moi, j'ai été très impressionné par ce film et je me suis posé plein de questions qu'on va essayer de partager avec vous. D'une part, je pense que Greta défend une cause que je partage totalement, mais je pense qu'elle est instrumentalisée par son père et par un mouvement. Ce qui est bien parce que je pense que son père sauve sa fille. Je fais partie d'une génération qui, quand ces enfants-là, qu'on appelle des syndromes d'Asperger, c'est une forme d'autisme, il ne faut pas attacher trop d'importance à ces diagnostics, mais j'ai eu l'occasion d'en voir beaucoup, plusieurs. Certains étaient massacrés par la psychiatrie et d'autres devenaient professeurs de psychiatrie. Parce que, et notamment, j'ai eu l'occasion d'avoir des relations amicales avec un grand nombre d'entre eux qui avaient cette forme d'intelligence. C'est-à-dire que segments de la personnalité sont stupéfiants. L'intelligence abstraite, comme Greta, comme Baron Cohen, qui est professeur à Stanford, comme mon ami Jean-Denis Delannoy, avec qui j'ai travaillé, qui était professeur à Genève. Et ils ont une forme d'intelligence stupéfiante sur le plan abstrait, mais ils ne sont pas capables de traverser la rue tout seuls, ils ne sont pas capables de gérer. euh, et par exemple, un jour, une jeune professeure d'écologie, à une époque où on en parlait très peu, met au monde un bébé. Et il vient me voir affolé, il me dit qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait. Je lui dis mais calme-toi, c'est pas grave. Euh, tu lui donnes un bouquet de fleurs, tu lui dis un mot gentil et puis c'est tout. Et je le vois je vois la femme quelque temps après, il me dit il est venu, il est arrivé avec un bouquet de fleurs. J'étais contente, mais il est resté dans ma chambre au garde à vous sans dire un mot pendant 3 heures. C'est-à-dire que il était capable d'une intelligence abstraite stupéfiante, mais pas de la vie quotidienne. Alors, qu'est-ce que ça implique? Pourquoi est-ce qu'elle est instrumentalisée? Qui donne l'argent pour le bateau? Qui donne l'argent pour le transport? Ça vient de quelque part. Le bateau en fibre carbone, le skipper, il a bien été payé. Le bateau en fibre de carbone dégage énormément de CO2. Les ordinateurs et les écrans, dans quelques mois, dégageront plus de CO2 que les usines et les avions. Est-ce qu'on va arrêter les ordinateurs? Est-ce qu'on va arrêter les smartphones? Donc voilà quelques problèmes que je me suis posés. Donc je pense qu'avant de venir aux marches, vous aviez les idées claires. J'espère maintenant qu'elles seront confuses. Merci, Boris. Euh, Vipoulan, on te voit à un moment donné assis dans le film avec Greta. Avant qu'on parle de ton engagement, j'ai envie que tu nous racontes, toi tu as été très engagé dans les marches pour le climat. Donc d'abord, comment ça s'est passé? Pourquoi tu y es allé? Et puis je sais qu'aujourd'hui, tu es moins convaincu du sens de cette action. Voilà, si tu peux. Donc je rappelle Vipoulan Bhuvaneswaran, qui est un des 2 protagonistes du prochain film de Cyril Dion qui s'appelle Animal, qui sort le 1er décembre en salle. Vipoulan a 18 ans depuis le mois de juin. Et il est co-auteur de cet ouvrage. Voilà. Comment ça s'est passé les grèves pour le climat? C'est comme partout, il y a eu un espèce de mouvement qui tenait son inspiration de Greta en grande partie, surtout au début. Et puis, surtout pour les grèves mondiales, mais aussi toutes les semaines, il y avait de plus en plus de jeunes qui se regroupaient. Et moi, ça me parlait parce que
déjà, c'était des gens de ma génération. Donc, c'était pas des assos où il y avait... c'est beaucoup plus facile pour des jeunes de s'engager aux côtés d'autres jeunes, quoi. Et aujourd'hui, mes meilleurs potes, ils viennent des grèves pour le climat et on part ensemble en vacances et tout, quoi. Et ensuite, pour répondre à la deuxième partie de ta question... En fait, en quoi vous croyez? C'est-à-dire pourquoi parce qu'au début, toi, tu as concédé le départ à être dans les grèves pour le climat dès septembre 2018? En France, ça a commencé en février 2019, donc un peu plus tard. Mais oui, moi, j'ai commencé dès la deuxième semaine, je dirais, un truc comme ça. Mais même si c'était pas forcément tous les vendredis et tout, et en France, il y avait moins cet ancrage de toutes les semaines, on va pas en cours le vendredi, tout ça. Et du coup, peut-être que je réponds à la deuxième partie de la question et pourquoi je crois qu'aujourd'hui c'est moins efficace, parce que on voit bien qu'en réalité, il n'y a pas forcément d'efficacité politique à faire des grèves toutes les semaines. C'est-à-dire que, et en plus un épuisement mental et physique qui était vraiment très très important à ce moment-là pour beaucoup de jeunes. C'est-à-dire qu'on faisait une grève, on voyait que ça ne marchait pas. Et du coup, on s'organisait pour la semaine d'après, on voyait que ça marchait pas. Du coup, on s'organise pour la semaine d'après, on voit que ça marche pas, et on recommence comme ça toutes les semaines, quoi. Donc, à part le changement culturel que ça a apporté dans la société, il n'y a pas vraiment d'efficacité concrète à faire des grèves. C'est pour ça qu'en grande partie, en France, aujourd'hui, il n'y a plus du tout de grève pour le climat. Et je pense qu'en France, on est un peu en avance de ce point de vue-là, parce que moi, je pense pas que, même s'il y a 3 millions ou 4 millions de personnes dans la rue demain, Macron ou le PDG de Total va se dire « Ah bah tiens, en fait, j'avais oublié qu'il y a un truc qui s'appelle le changement climatique et peut-être que c'est important de prendre ça en compte. » Parce qu'en sciences politiques, il y a une idée qui est extrêmement importante, c'est que les dirigeants politiques et économiques qui ont le plus de pouvoir dans les institutions ont fait de grandes études, ont fait de grandes écoles. Ils connaissent un minimum la réalité. Pour faire une analogie qui est peut-être plus parlante, quand par exemple Macron il dit que il n'y a pas de violence au travail ou qu'il n'y a pas de violence policière, il voit les images, il sait qu'il y en a. Pour tout ce qui touche au changement climatique, il connaît un minimum la réalité, et même ce qui touche à l'écologie de manière plus large. Mais il y a des intérêts économiques et politiques qui rentrent en conflit, qui sont antagonistes avec ces intérêts-là, et c'est pour ça qu'il y a une forme de... Enfin, plus qu'une inaction, il y a une complicité dans les destructions qui sont en cours et qui sont à venir. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je pense que oui, il faut se poser des questions sur les modes d'action, et moi je pense qu'il y a d'autres modes d'action aujourd'hui qui sont plus pertinents, mais on pourra en reparler plus tard. Merci Vipoulane. Alors toi Marine, dans ton livre, tu es partie à la rencontre, je vais te prendre le micro, on n'a pas assez de micro. Tu es partie à la rencontre d'une dizaine, on va dire, de jeunes diplômés ou en cours d'études, donc un peu plus âgés que Vipoulane. Ils ont plutôt entre, on va dire, 22 et 28. Et ce qui est très intéressant dans ce qu'on comprend, c'est que la plupart sont exaspérés du fait de voir que tous les enjeux auxquels leur génération est confrontée, que ce soit à l'X, Polytechnique, que ce soit Ponts et Chaussées, que ce soit HEC, que ce soit à Centrale Nantes, etc., tout ça n'est pas enseigné. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un décalage entre la réalité avec laquelle on vit et on va devoir vivre et ce qu'on leur transmet finalement. Oui, c'est exactement ça. En fait, ils se rendent compte que l'urgence d'agir, ils n'y sont pas préparés. Donc ils font 2, 3, 4, 5 ans d'études, ils arrivent sur le marché du travail et ils comprennent en fait qu'ils n'ont pas du tout été formés à ces questions-là. Alors, je ne dis pas que dans les grandes écoles et à l'université, il n'y a pas de cours sur le changement climatique ou la transition écologique. Il y en a, mais ce sont des cours optionnels, ce sont des cours qu'on choisit quand on est déjà intéressé par ces questions-là. Ce que disent les étudiants que j'ai rencontrés pour mon enquête, c'est qu'en fait, ils devraient avoir des cours obligatoires, tous, dès le début de l'année, une sorte de tronc commun, en fait, de savoir sur ces questions-là. Et ça, c'est... donc, j'ai commencé ce livre en 2018, on est en 2021, c'est toujours pas le cas. Donc il y a un vrai problème, je pense, un enjeu de formation qui est énorme en fait, en France et dans d'autres pays aussi, parce que c'est un mouvement mondial, de former toute une jeunesse, toute une génération à ces enjeux-là. Et ce qu'on comprend à travers le parcours de Vipoulane, mais aussi d'un certain nombre de jeunes que tu as interviewés, c'est que finalement, ils se forment eux-mêmes. C'est-à-dire qu'un Jean-Marc Jancovici, enfin voilà, il y a plein de manières aujourd'hui, peut-être tu peux nous...
Oui, c'est un petit peu comme ce que dit Greta dans le film. C'est à partir du moment où on a commencé à s'intéresser au sujet, on ne peut plus en détourner les yeux. Elle le dit très très bien. En fait, les jeunes qui ont commencé à s'intéresser à ce sujet-là vont creuser la question. Comme ils n'ont pas de cours dans les grandes écoles et à l'université, ils vont s'informer tout seuls, ils vont se former tout seuls. Et ils sont une génération qui a accès au savoir de façon gratuite et absolument incroyable. Ils sont nés avec Internet. C'est une génération qui est née à la fin des années 90, début des années 2000. Pour mémoire, Facebook, c'est 2004, YouTube, 2005. Donc, c'est une génération qui grandit avec ces outils-là. Quand ils veulent se former sur ces questions-là, ils ont 2 clics à faire sur Google ou autre, et ils voient des documentaires sur YouTube et ils se forment comme ça. Ils se forment tout seuls. La plupart des jeunes que j'ai rencontrés sont des jeunes qui font des études. Donc, ils apprennent aussi à lire les rapports du GIEC. C'est pas facile de lire un rapport du GIEC, hein. Ça fait des centaines de pages, c'est technique, c'est scientifique. Ils le font. Les jeunes que j'ai rencontrés qui ont mis en cause l'entreprise Total, qui voulait s'implanter sur une école d'ingénieurs à Polytechnique, ils ont lu les documents de référence de l'entreprise Total, ils se sont plongés dedans et ils ont essayé de déminer en fait la communication, ce qu'on appelle aussi le greenwashing. Et ce travail-là, intellectuellement, ils sont capables de le faire. Vipoulane, tu peux peut-être nous dire comment t'as petit à petit, comment t'es tombé dedans et puis comment tu t'es nourri et comment tu continues à te nourrir. Moi, j'ai pas forcément eu un déclic particulier, mais c'est plus une évolution constante et permanente. Les grèves pour le climat, ça a été mon premier engagement collectif, on va dire. Et à partir de là, il y a des rencontres, il y a des discussions, il y a des bouquins qui font que on en apprend plus, quoi. Et aujourd'hui, dans ton parcours pédagogique ? Là, je fais un cursus qui s'appelle Sciences pour un monde durable à Paris Sciences et Lettres. Et d'ailleurs, t'en parles dans ton livre. Oui, tout à fait. Ça fait partie du chapitre 5, en fait, où j'essaye de raconter les liens entre l'industrie fossile et l'enseignement supérieur en France. Il faut savoir que Total, aujourd'hui, est présente à travers une centaine de partenariats dans l'enseignement supérieur français. Et ils sont présents dans les grandes écoles, donc Sciences Po Paris, évidemment, Paris Sciences Lettres, l'École normale supérieure, Polytechnique. En fait, ce qu'ils essayent de faire, c'est une entreprise de soft power, c'est d'être présent partout, d'être dans l'imaginaire, d'être là, sur les campus, aux côtés de cette génération qu'ils ont beaucoup de mal à recruter aujourd'hui. Et le PDG de Total, Patrick Pouyanné, le dit lui-même, l'enjeu pour la décennie à venir, c'est le recrutement. Ils ont besoin de recruter une génération d'ingénieurs, de gens qui vont venir travailler chez eux. Et cette génération-là se détourne aujourd'hui de Total, comme elle se détourne des autres grands groupes. D'ailleurs, c'est assez générique, on en reparlera peut-être plus tard. Françoise, en tant que maman, grand-mère, et puis très touchée par tous ces sujets-là, puisque forcément, chez Actes Sud, ça fait partie de notre quotidien. On a créé la collection Domaine du possible avec Cyril Dion il y a 10 ans, dans laquelle il y a aujourd'hui une 60aine d'initiatives qui montrent des hommes et des femmes en France qui ont décidé d'être acteurs du changement, d'être ces personnes qui nous inspirent, qui nous nourrissent. On a créé une autre collection qui s'appelle Monde Sauvage, dans laquelle un des héros de Vipoulane, qui s'appelle Baptiste Morisot, nous incite et nous invite à reconsidérer notre posture avec le vivant. Nous sommes vivants parmi les vivants. Voilà. Et donc, dans tout ce chemin, au-delà de ce qu'on fait à travers les livres qu'on sort chez Actes Sud, qu'est-ce que toi, tu as envie aujourd'hui, qu'est-ce qui te semble important de faire et de partager avec cette jeune génération ? Ça m'embête de parler parce que, bon, voilà, on a eu ce film Coup de poing. Bien sûr, ayant été maman d'enfants spécifiques, je ne sais pas comment est-ce qu'il faut dire. Bon, je sais bien qu'on essaye de les sauver, ces enfants-là, mais elle nous dit quelque chose qui est tellement important et heureusement qu'elle le fait. Je veux dire, heureusement qu'elle le fait. Et si son père, à travers ça, peut la sauver, eh bien, c'est ça, c'est une vie. Pour ce qui est de l'enseignement, il se fait que je fais des études de chimie et j'ai fait de la recherche en biologie moléculaire. Et c'était dans les débuts des années 70, et Monsanto était déjà là, à essayer de financer les recherches. L'Union chimique belge essayait de nous recruter en s'en foutant complètement d'envoyer à la question que j'avais posée, que j'ai racontée hier. Il y avait dans une salle un tas de poudre blanche. Je demande ce que c'est à l'Union chimique belge et ils me disent ça c'est un sucre style aspartame, mais on n'est pas sûr que ce soit pas cancérigène, ça part en Afrique. C'est de tout temps. Et maintenant,
dans le métier que j'ai la chance de faire, qui est d'accompagner des talents, des auteurs, de proposer des récits qui peuvent peut-être donner à la fois de la lucidité et de l'espoir, eh bien on assiste, muet, là, pendant qu'on parle, au rapprochement de deux grands groupes sous l'égide d'un monsieur qui s'appelle Vincent Bolloré, qui va racheter le groupe Hachette, alors qu'il a déjà le groupe Editis, c'est 60% de l'édition, et c'est en même temps les médias, et c'est en même temps Canal+, et c'est en même temps le JDD, et c'est en même temps, voilà. Et tout ça aux mains de gens qui ont des postures politiques qui sont étranges. C'est Zemmour qui est auto-édité chez eux. C'est des gens qui dénigrent le mouvement des chrétiens autour du pape. Enfin bon, voilà, on est dans des situations de société, de démocratie, de politique qui sont extrêmement graves. Alors c'est vrai que moi je suis comme François, je suis extrêmement émue de tout cela. Mais pour autant, ce que je disais hier aussi, que la lucidité du pessimisme nous oblige à l'optimisme de la détermination. Et continuons. Donc les livres, les récits, une école aussi, puisque nous avons décidé que le drame que nous avons vécu devait nous donner l'énergie de continuer de proposer un lieu où des enfants pourraient, au contact du réel, et par le projet, et par la confiance et le regard qu'on posait sur eux, peut-être avoir envie de continuer. Parce que ce qui est important, c'est qu'on ne puisse que des Vipulanes, et plein de Vipulanes et de Bella, aient envie d'affronter tout ça. Parce que s'ils ne le font pas, mais qu'est-ce qu'on va faire? Enfin, on n'est pas dans Mélancolia de Lars von Trier, quoi. Je veux dire, il faut quand même essayer de prendre. Et il y a moyen de trouver des sources de joie et des sources d'espoir dans la fraternité. Et on a un penseur merveilleux qui le hurle depuis 60 ans, je dirais, c'est Edgar Morin. Peut-être qu'il commence à être entendu, qu'il y a des scientifiques qui montrent qu'on ne peut s'en sortir que par la coopération. Nous, on a la chance de publier un monsieur incroyable qui s'appelle Marc-André Sellos, dont le premier livre qu'on a publié, c'est Jamais seul, et qui a montré que dans la nature, tout est coopération. Si on apprenait à coopérer ensemble, eh bien, peut-être que les choses se changeraient. Et ces questions de formation, elles sont capitales. Et c'est pour ça que je pense que ça part dès la naissance. Rendez-vous compte que quand vous avez un enfant, un bébé, le carnet de santé, il commence par mesurer son poids, sa taille, le pourtour de son crâne, voir comment sa courbe de poids augmente. Mais on ne demande même pas si on lui raconte des histoires. On ne se préoccupe pas de la santé culturelle. Donc reprenons tout ça patiemment, calmement, et prenons en compte, pour moi c'est une révélation, Baptiste Morisot, avec la notion de la crise de la sensibilité. On s'est juste trompé. Nous ne sommes que vivants parmi les vivants. Mais maintenant, on le sait. Alors, allons-y, changeons et entendons ces voix, parce qu'elles nous inspirent et en tous les cas, elles nous obligent. Merci Françoise. Boris, nous avons la chance d'avoir un témoin d'un certain nombre de générations parmi nous. Merci. Moi, je suis dans 70, donc je n'ai pas connu le mouvement des années 68. Voilà, de ce que vous ressentez, de ce que transmet cette génération actuelle, comment vous analyseriez, je dirais, la différence par rapport à ce que ont vécu la génération de mes parents qui, dans les années 60, se sont mobilisés, croyant également dans un idéal meilleur, mais probablement avec une autre approche. C'est-à-dire que ça a commencé dans les années 60. Et dans les années 60, on a commencé à douter de la notion du progrès linéaire. Quand j'étais gamin, on était convaincu que la médecine ferait tellement de découvertes qu'on allait soigner toutes les maladies. Et on se rend compte que le monde moderne soigne les maladies qu'il provoque. On était convaincu qu'on allait lutter contre les inégalités et on se rend compte que les inégalités sont plus graves que jamais, non seulement dans notre société, mais surtout avec l'Afrique, certains pays asiatiques ou du Proche-Orient. Et dans notre propre société, on constate que le mot élite, lorsqu'il est employé, est l'indicateur d'une grave défaillance psychosociale.
chaque fois qu'on a employé le mot élite, c'est qu'il y avait un clivage dans la société entre un top qui est remarquable, les jeunes qui font les grandes écoles, ils n'ont rien volé, ils ont travaillé, ils ont stressé, ils ont été reçus. Mais c'est les seuls qui ont pu tenter cette aventure parce que les autres ne pouvaient pas tenter cette aventure. Quand j'ai fait médecine et psycho en même temps, on était 12 ou 13% d'enfants de pauvres. Vous savez combien il y en a aujourd'hui en ma fac de médecine? 1 ou 2% selon les facs. Les gosses qui sont reçus, ils n'ont rien volé, mais c'est les seuls qui peuvent travailler, préparer les examens. Donc on arrive à faire une société clivée avec un top que je trouve remarquable, qui sont vraiment très bien. Ils courent, ils sont gentils, ils ont l'art de la relation, ils parlent anglais sans accent. Vous avez entendu Greta, l'anglais qu'elle parle? Oh, j'ai été vert de jalousie, là, vraiment. Elle parle un anglais impeccable. Et ce top-là s'épanouit, prend l'avion, court le monde, ont des salaires faramineux, ils ont des réunions à Moscou et un repas le soir chez eux à Paris, après avoir une réunion le matin à Londres. C'est une vie extraordinaire qui coûte un prix humain exorbitant. Alors on voit par exemple les universités actuellement n'ont plus pour fonction de former, elles ont pour fonction d'éliminer. Il s'agit d'éliminer les gosses qui ne rentrent pas dans le moule. Et comment? Alors donc il va falloir sûrement changer. La formation, elle se fait sur le terrain. Mais alors ça, c'est vrai pour tout, hein. Une fois que j'ai eu mes diplômes, il ne me restait qu'à apprendre mon métier. C'est-à-dire que c'est une fois diplômé qu'on apprend le métier. Et on voit qu'actuellement, des entreprises privées, maintenant, font des formations professionnelles associées à l'université. Parce qu'il faut quand même une validation. Et maintenant, on voit la formation des jeunes, il faut la repenser. Donc, il y a tout un système. Et si on ne le repense pas, dans les années 80, Jacques Ellul, à Bordeaux, a été un des premiers à dire, attention, la technologie, qui est une merveille, une prouesse intellectuelle stupéfiante, coûte trop cher sur le plan humain. En médecine, si un médicament a trop d'effets secondaires, on l'interdit, on ne le pratique pas. J'ai participé à 2-3 découvertes, j'ose pas dire le mot, pour le lithium, pour des médicaments comme ça. Avant même la commercialisation, on essayait de prévoir les effets secondaires. Et s'il y avait trop d'effets secondaires, on disait, il faut interdire ce médicament. Or, avec la technologie actuellement, c'est ce qui se passe. Il y a tellement d'effets secondaires que, par exemple, les écrans qui sont des merveilles, nos enfants, les petits-enfants face aux écrans, ont des retards de langage, ils ont des troubles de l'empathie, c'est-à-dire qu'on est en train de fabriquer des petits pervers puisqu'ils ne se mettent pas à la place de l'autre. C'est la définition du pervers. Le pervers, c'est celui, plus que celle, je ne sais pas pourquoi, c'est celui pour qui il n'y a pas d'altérité. Seul compte son monde. Et les écrans sont en train de fabriquer. Alors, est-ce qu'il faut renoncer aux écrans ou est-ce qu'il faut combattre les effets secondaires? Donc là, je pense qu'il y a un problème technique, il y a un problème psychologique, il y a un problème social que Greta dénonce avec une émotion et un talent extraordinaire. Mais quelles sont les solutions? Je pense que là, dans les mois qui viennent, si on arrive à sortir du virus, dans les mois qui viennent, tous ces problèmes devront être en chantier et résolus le plus vite possible. Il y a un livre très intéressant qui s'appelle L'âge des low-tech de Philippe Bioui. L'âge des low-tech de Philippe Bioui. Je ne sais pas si vous l'avez lu, mais ça parle exactement de ça. Je n'ai pas compris. Il y a un nouveau livre qui est sorti qui s'appelle L'âge des low-tech. Ça fait même 1 ou 2 ans qu'il est sorti, je crois. Il faut parler plus doucement parce que c'est toujours pareil, vous parlez trop vite, les jeunes. On a du mal à vous suivre. Je suis désolée, j'aurais dû lui demander au début, j'ai oublié. Non, je disais, il y a un livre qui s'appelle L'âge des low-tech,
qui est sorti il y a 1 ou 2 ans, écrit par Philippe Bioui, qui est ingénieur, et qui parle exactement de ce que vous avez dit. Vous venez de me coûter une fortune parce que maintenant je vais être obligé de l'acheter. Et moi, je vous invite à lire un livre qui s'appelle du docteur Anne-Lise Ducanda. J'ai animé un débat avec elle il y a 3 semaines à Paris, qui sont les petits les tout petits face aux écrans. Elle est pédiatre, elle est basée à côté de Bordeaux et son livre est extrêmement alarmant sur la situation que nous vivons des trop jeunes enfants avec les écrans. Marine, on a rapidement évoqué hier l'histoire de la génération des années 60. Bon, Boris n'a pas très envie d'en parler a priori, mais je veux bien ton regard, même si tu es comme moi né largement après. Mon regard sur quoi? Sur la génération des Oui, années... sur se dire finalement, on vit pas la même chose. Enfin, c'est absolument pas du tout les mêmes choses qui se passent. Les enjeux sont pas les mêmes, le niveau de conscience. Oui, j'ai l'impression, peut-être que je me trompe, que la génération qui a fait mai 68 avait quand même une utopie en tête. Et celle qui est la génération Greta aujourd'hui a pour utopie la survie en fait. C'est pas tout à fait la même chose. Je pense que ça change un peu la donne quand même. Et je voulais quand même revenir sur ce que disait Boris Cyrulnik, qui est très intéressant, sur ce système de sélection terrible que vivent les jeunes aujourd'hui. Et ça commence dès le lycée. Avec Parcoursup, qui est la plateforme d'orientation dans les études. Et il y a une pression considérable aujourd'hui sur des jeunes de plus en plus jeunes. Parfois, ça commence au collège, pour avoir des bonnes notes, pour être bon à l'école, pour choisir les meilleures options, pour être toujours plus dans la compétition et pour avoir une chance d'être choisi par un algorithme. C'est ça qu'ils vivent aujourd'hui, cette génération, pour pouvoir espérer faire des études qu'ils ont choisies, qu'ils ont envie de faire. Et ça crée une anxiété qui est terrible. Là, je commence une enquête pour le journal Le Monde sur l'éco-anxiété des jeunes, des gens qui ont moins de 18 ans. Et j'ai des récits qui sont terribles, des gens qui ont 14, 15, 16 ans et qui ne savent plus en fait, qui ne savent plus quoi faire, quelles études faire, est-ce qu'au moins ils auront une chance d'être sélectionnés là où ils veulent aller. Et après ça se poursuit dans les études. On parlait des classes préparatoires des grandes écoles, c'est ça, c'est une sélection à chaque étape du système, et ça aboutit ensuite à ce que vous décriviez comme étant l'élite, mais c'est une élite qui ne va pas très bien en fait, hein. C'est une élite qui se rend compte aujourd'hui que le monde pour lequel ils ont été préparés en fait est en crise. Donc voilà, je voulais juste revenir sur une dernière chose que vous avez dit sur les inégalités. Les inégalités, je pense qu'aussi dans les années 60, la génération avait à cœur de combattre ces inégalités. Aujourd'hui, elles sont plus grandes que jamais. Les enfants des classes populaires aujourd'hui sont très peu présents dans les études supérieures. Dans les grandes écoles sur lesquelles j'ai enquêté pour le livre, l'école polytechnique, il y a 50 fois plus d'enfants de cadres que d'enfants d'ouvriers. Voilà, donc les cadres en France, selon l'INSEE, c'est 16% de la population. Donc il faut aussi avoir ça en tête, quoi. Ce sont des déséquilibres, des inégalités, et je pense que cette génération a envie justement de changer ces choses-là. De toute façon, elle n'a pas vraiment le choix. Par rapport aux grandes écoles, juste une petite remarque, parce qu'on regarde ce qui se passe en France. Il y a des grandes écoles. Moi, je viens d'un pays où il n'y a pas de grandes écoles. On n'est pas obligé d'avoir des grandes écoles. Donc, c'est vrai que c'est déjà quelque chose dont on ne se rend pas forcément compte. En Belgique, il n'y a pas de grandes écoles. Et ça, c'est quand même... Donc, tout le monde va à l'université, en fait. Enfin, tout le monde qui peut, avec les sélections, etc. Mais souvent, on ne se rend pas compte, en fait, on est les seuls à avoir cette école nationale de l'administration où le processus d'études, c'est d'apprendre à contrôler les processus et jamais de faire. Il ne faut pas oublier qu'on est dans un contexte très particulier. Et pour rebondir là-dessus, justement, il y a peut-être quelques dizaines d'années, la sélection, elle s'opérait surtout genre avant le lycée. Et aujourd'hui, avec le mythe de l'égalité des chances, on nous dit que maintenant tout le monde va au lycée, et que tout le monde a un accès aux études supérieures, mais en réalité, il y a juste une translation de la sélection, et c'est ce que disait déjà Bourdieu dans les années 80, mais on commence à le réaliser encore plus aujourd'hui, quoi. Et de manière plus générale, le fait qu'on parle des luttes sociales, ça me fait penser que aujourd'hui, dans la formulation du problème écologique,
il y a déjà une forme d'incompréhension en quelque sorte. Parce que quand on écoute la plupart des discours des assos, même dans plein de livres mainstream, on va dire, de documentaires, des trucs comme ça, on a l'impression que l'écologie, ce serait juste protéger une nature qui serait extérieure aux humains, alors qu'en réalité, pour reprendre les termes de Bourdieu, ça, c'est une idéologie qui est une adversaire complice de l'idéologie du système économique actuel qui consiste à voir la nature comme une simple matière inerte à exploiter. Moi, c'est ce que j'appelle de l'environnementalisme. Et la manifestation la plus contemporaine de l'environnementalisme, c'est aussi une forme de hiérarchisation des luttes, où on considère que la lutte contre le changement climatique et la lutte pour protéger cette nature extérieure aux humains et essentialisée, serait supérieur aux autres luttes, alors qu'il y a des gens qui meurent de précarité, il y a des gens qui meurent de féminicide, il y a des gens qui meurent de violence au travail, qui meurent de plein de causes différentes. Et pour moi, il y a un réel enjeu à réhabiliter l'écologie sous sa réelle forme aujourd'hui. C'est-à-dire que l'écologie, historiquement, c'est une science qui étudie les relations à l'intérieur du vivant et entre le vivant et son milieu de vie. Donc l'écologie en tant que lutte, c'est une lutte qui vise à repenser et à acter des relations qui seraient nouvelles, qui seraient libérées et libératrices entre le vivant non humain et le vivant humain, mais aussi à l'intérieur du vivant humain, ce qui implique de combattre toutes les formes de relations aliénantes, destructrices. Et je pense que c'est sans avoir cette perspective de ce qu'est vraiment l'écologie, on ne pourra pas vraiment atteindre une société écologique. Le cadre est posé. Marine, je voudrais quand même... Donc, il y a un film que je vous invite à aller voir sur la plateforme Spicy qui s'appelle Rupture, qui, on va dire, est fait par un garçon qui s'appelle Arthur Gosset, qui suit 6 de ses camarades qui ont fait des grandes études, Polytechnique, Centrale, etc., et qui, à un moment donné, sont en rupture. On prépare d'ailleurs un livre qui sort chez Actes Sud, qui sera le tome 2 des cahiers militants, qui va s'appeler Basculons, où on a 26 jeunes qui, de la même manière, vont témoigner, en écho à 17 personnalités qui, un jour ou l'autre, ont basculé. Donc il y en a un certain nombre que j'ai retrouvé dans le livre, notamment Aurélie. Et j'aimerais que tu nous racontes, en fait, puisqu'on a juste parlé des grandes écoles, etc. Mais enfin, ce qui est intéressant dans le bouquin, c'est que ces gamins et ces gamines qui ont fait ces études-là font le choix de ne pas travailler dans les entreprises du CAC 40, font le choix de ne pas nourrir ce système qui croit dans le progrès et d'inventer une autre vie, une vie plus harmonieuse, plus équilibrée. Ils ont compris que leurs parents, qui avaient beaucoup travaillé, gagné beaucoup d'argent, détruit beaucoup la planète, ce n'était pas le sens qu'ils voulaient donner à leur vie. Oui, tout à fait. Et ils ont du mal à être compris par leurs parents. C'est pour ça qu'Arthur a fait ce film. Très souvent, c'est très compliqué pour eux aussi. Arthur a fait ce film pour ses parents, je pense, pour leur expliquer pourquoi lui, il était en rupture. Donc, si on parle du film d'Arthur, il faut juste se remettre dans le contexte. Il fait ce film en 2019-2020. Il n'est pas encore diplômé de l'école centrale Nantes. Ses parents placent en lui un espoir énorme, justement. Quand on est diplômé d'une école d'ingénieur en France, on est sûr de trouver un bon travail, bien payé. Et Arthur dit à ses parents, en fait, désolé papa, maman, mais je ne peux pas, je n'y arrive pas. Et je vais faire un film pour vous expliquer pourquoi. Et je vais me servir des gens qui sont comme moi pour diversifier un peu les exemples, mais pour vous dire pourquoi je n'y arrive pas. Donc c'est ça l'histoire du film d'Arthur que je vous invite à regarder, qui est un très beau film, très intime, qui est aussi une déclaration d'amour à ses parents, parce qu'on parle beaucoup de fractures générationnelles sur ces questions d'écologie, mais en fait il y a aussi, et on le voit bien d'ailleurs dans le film avec Greta, il y a aussi quelque chose qui se passe de l'ordre du dialogue en fait avec ses parents, avec la génération juste avant. Donc Arthur filme ces jeunes-là. Moi, dans mon livre, j'ai la deuxième partie du livre qui est consacrée en fait à la rencontre d'une certaine fraction de jeunes qui sont en rupture ou en désertion du système. Donc ceux qui pensent qu'en fait, on ne peut plus changer les choses. C'est trop tard. On ne peut plus aller dans les entreprises et les changer de l'intérieur parce qu'on n'a plus le temps. Et de toute façon, parce que quand on sort d'une école, on a 23, 24, 25 ans et qu'à cet âge-là, en fait, on n'a pas de pouvoir réel. Donc ces jeunes-là, ils ont décidé en fait d'être en rupture, mais aussi de reconstruire, déconstruire puis reconstruire. C'est un peu leur mouvement. Donc j'ai rencontré plusieurs d'entre eux, et Aurélie, qui est aussi dans le film d'Arthur, c'est quelqu'un qui
c'est une jeune fille très brillante qui a fait des bonnes études, qui a fait l'école polytechnique, on l'a dit, mais qui n'y arrive pas. Elle commence par travailler dans les entreprises, elle commence par jouer le jeu du système en essayant de le changer de l'intérieur, elle n'y arrive pas. Elle voit bien que ça ne prend pas, que les gens avec qui elle parle ne comprennent pas ce qu'elle dit. Il y a aussi, je pense, une réflexion à avoir sur le langage. Tous ces jeunes ont beaucoup à cœur d'être sincères. D'ailleurs, on le voit bien dans le film, ça part de l'émotion quand même, tout ça. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, nous, on a tous été émus de voir ce film parce que c'est un film sur une émotion qu'on ressent tous. Et effectivement, dans les entreprises, l'émotion, elle n'a pas nécessairement sa place, comme elle n'a pas nécessairement sa place à l'école d'ailleurs. On demande aux gens d'être des têtes plutôt bien pleines, bien faites, pas des têtes ou des cœurs plutôt qui sont amenés à ressentir. Donc c'est aussi un apprentissage des émotions, comment on fait avec ça. Et elle, par exemple, elle décide de tout abandonner. Elle démissionne de son boulot. Elle travaille dans une agence qui était chargée de replanter des arbres pour compenser les émissions de gaz à effet de serre. Et elle se rend compte de quelque chose qui s'appelle l'effet rebond. Donc on pourra en parler plus tard. C'est assez technique, mais c'est assez facile à comprendre. Et voilà. Et elle part rejoindre la ville de Saint-Brieuc en Bretagne. Elle va vivre un peu avec sa grand-mère. Et puis elle discute beaucoup avec sa grand-mère. Donc ça aussi, ça fait partie, je pense, du dialogue intergénérationnel. Et sa grand-mère lui raconte comment, en 2 générations, tout a dérapé, quoi. Et à la fin, elle fait un petit village avec des maisons qui s'appellent des tiny houses. C'est des toutes petites maisons en bois qui font 10 mètres carrés, qui ne coûtent pas très cher. Et elle se loge là-dedans. Et puis elle commence à déconsommer, à détravailler, à décroître en quelque sorte. Et à réduire en fait ses besoins. Et elle fait son analyse en se disant, voilà, en fait, de quoi j'ai besoin pour être heureuse. Et en fait, elle se rend compte qu'elle n'a pas besoin de grand chose. Et aujourd'hui, Aurélie, elle est encore sur les routes, elle est encore en recherche, encore en pleine expérimentation. La dernière fois que je l'ai eue au téléphone, elle était en train de faire de l'acro-yoga. Donc, elle est en train d'expérimenter plein de choses. En tout cas, c'est quelqu'un qui aujourd'hui a à cœur d'essayer de construire quelque chose de différent. Ce qu'on comprend dans la plupart des témoignages, c'est que finalement, tous ces enfants, tous ces jeunes sont très cerveau gauche et ce qui leur manque, c'est vraiment de faire. Et on voit bien que quand ils décident, avec leur diplôme, ils sont diplômés, donc ça a un peu rassuré les parents, ils décident de revenir à tout ce qui est manuel, c'est-à-dire cuisiner, faire de l'ébénisterie, faire du woofing, voilà. Parce que toute cette dimension-là, Pierre Rabhi en parle très souvent, hein, il parle tout le temps du fait qu'on est complètement déconnecté de nos mains et qu'on ne sait plus rien faire. Il est atterré que la génération de ses enfants, de ses petits-enfants soient tous sur clavier et ne savent pas planter quelque chose, mettre un clou. Il y a une vraie tendance... Oui, c'est une tendance ancienne qui a été bien documentée. Je me souviens d'un livre de Matthew Crawford qui s'appelle L'éloge du carburateur. C'est un prof de philo aux États-Unis qui a démissionné pour réparer des motos et qui dit trouver plus de sens en fait dans ce travail manuel-là quotidien qui le nourrit en fait, même intellectuellement, beaucoup plus finalement que de travailler en tant que prof de philo. Alors, on dit prof de philo en plus, c'est pas non plus le bullshit job parce que ça aussi, ça fait partie des mots de cette génération-là. Et oui, je pense qu'on a été beaucoup trop loin en fait dans le cerveau gauche, quoi. Il faut revenir à ce qu'on est vraiment. L'être humain, c'est un être d'émotion. Donc il faut revenir à ça. Et je pense que cette génération l'a compris. On voit bien avec le documentaire sur Greta. C'est vraiment ça. Mais si je peux témoigner, on a l'école qu'on accompagne est dans une ferme en agroécologie sur une surface assez importante pour montrer que c'est un modèle le modèle agroécologique est le modèle pour nourrir le monde aujourd'hui. Et tous ceux qui sont venus travailler à cela sont des jeunes centraliens, polytechniciens, ingénieurs agronomes. Et on voit bien qu'ils viennent là pour se nourrir de cela et faire à leur tour une ferme quelque part, etc. Donc il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et là, c'est dans une petite commune à côté d'Arles qui s'appelle Mastibert. Et sur la propriété, il y a 5 ans, il n'y avait personne. Et aujourd'hui, il y a à peu près une trentaine de personnes qui travaillent et une centaine d'élèves. Donc il y a de la vie qui renaît. Donc c'est quand même comme une petite lueur du possible. Merci Françoise. Avant de vous passer le micro, Vipoulan, j'aimerais que tu nous parles un peu du film quand même, parce que c'est quand même cool que tu nous racontes. Donc la deuxième personne, c'est Bella. Elle est plutôt engagée dans les sujets animalistes, on va dire, en Angleterre. Et j'aimerais que tu nous témoignes de ce que Cyril a eu envie de témoigner à travers le film.
Ouais, là tout à l'heure je parlais d'environnementalisme, on peut dire que moi au Il début faut parler doucement. Respire. Je suis désolée. Je te promets, après c'est fini. Du coup je disais, je vais essayer de faire ce que je peux, mais bon, ça va revenir naturellement. Au début du film, moi je suis plus la partie changement climatique de l'environnementalisme et Bella plus la partie protection de la nature. Au début, on se dit, bon, on va essayer d'explorer la 6e extinction de masse et essayer de mieux comprendre le problème. Et très rapidement, on se rend compte que, en réalité, le fond du problème, c'est notre relation au monde vivant. C'est le problème qui cause le changement climatique, qui cause l'extinction de masse, qui cause toutes les formes de pollution, mais qui cause aussi toutes les formes d'aliénation envers les humains aussi. Et donc on rencontre énormément de gens qui ont travaillé sur cette question et on essaie de questionner un peu notre relation au monde vivant de manière générale. Mais bon, je vais pas tout spoil, je vous laisse aller voir ça puisque ça sort en salle mercredi. Enfin, au départ, vous êtes assez misanthropes tous les deux et finalement... Surtout Bella. Surtout Bella. Et finalement, la rencontre de ces témoins vous redonne espoir quand même dans la nature humaine et dans le fait qu'il y a quand même quelques humains sur cette planète qui ont compris des choses et qui ont envie, à leur échelle, de faire quelque chose. Oui, c'est ça. Et que surtout, il y a des... je pense qu'il ne faut surtout pas céder à la tentation effondriste. Parce que céder à cette tentation, c'est être juste dans une logique presque de survivialisme ou de lutte pour soi-même et pour ses potes et sa famille, quoi. Et c'est presque oublier qu'il y a plein de gens qui, surtout les premières victimes d'aujourd'hui, seront les victimes encore demain si on fait rien pour dépasser l'aliénation collective, quoi. Et j'ai l'impression que, de manière générale, toutes les personnes qui sont un peu dans cette logique, soit sont dans une forme d'inaction dans le sens où on ne sait plus quoi faire puisque quoi qu'on fasse, dans tous les cas, on va aller vers l'effondrement, ou que on va faire son petit bunker en Ardèche et puis lutter pour soi, quoi. Ou au contraire, même dans des milieux d'extrême gauche, lutter juste pour soi et ses amis. Il y a même une forme d'individualisme de gauche qui peut naître inspiré d'un philosophe qui s'appelle Max Stirner, qui est pour moi extrêmement problématique. Donc oui, il faut absolument pas céder à cette tentation-là, parce qu'il y a des moyens de faire changer les choses. Et tout à l'heure, je parlais de changement de mode d'action. Moi, ce qui me parle aujourd'hui, c'est en particulier de créer des espaces écologiques, c'est-à-dire c'est des espaces physiques qui sont ancrés dans le réel et qui ont une efficacité directe. Ça peut être aussi bien des fermes en permaculture que des forêts en libre évolution. Pour faire simple, la libre évolution, c'est laisser libre cours aux dynamiques de la forêt et aux vivants qui habitent dans les forêts, sans être dans une logique dualiste, c'est-à-dire que les humains peuvent y accéder sans faire de l'exploitation et sans faire de la chasse, quoi. Ça peut aussi être des jardins ouvriers en ville, ça peut être des réseaux de solidarité qui viennent aux personnes les plus démunies, qui luttent contre la gentrification en ville, ça peut être plein de trucs, mais on voit que ça a un impact, quoi. Là, par exemple, lundi, on a fait une maraude, mais pas dans une logique de charité, mais aussi pour discuter avec les gens, pour sortir ces personnes de la solitude. Et concrètement, il y a 150-200 personnes qui ont eu un contact humain avec des gens et qui ont mangé un soir, alors que sinon, ils n'auraient pas mangé, quoi. Et ils seraient restés dans la rue, dans la solitude absolue. Donc je pense que c'est aussi, en quelque sorte, redonner un sens à notre vie. Et aussi, on parlait des métiers tout à l'heure, ça sert à rien de travailler. Je crois que c'est Cyril qui a fait cette expression, ça sert à rien de travailler à Monsanto et faire pipi sous la douche, quoi. Oui, ou travailler chez Total et d'y aller en vélo. Ouais, ou travailler à Total et d'y aller en vélo, c'est complètement absurde. Et de manière générale... pipi sous la douche, c'était pour pas tirer la chasse d'eau, en fait. Ouais. Mais bon, c'est... Bon, comme tu l'as dit très très vite, Monsanto, donc si vous travaillez chez Monsanto, ça sert à rien de faire pipi sous la douche, voilà. Ouais, il faut que je parle encore plus doucement. Pourtant, je fais un effort. Je sais que tu fais un effort, je le remercie. Moi, j'ai envie juste de témoigner d'une chose. Je passe un peu de temps avec Vipoulane, pas assez, parce que j'adorerais passer plus de temps avec toi. Et je vois comme c'est difficile d'être végane. Honnêtement, c'est l'enfer. Et toute ta génération, il y a quand même plein de jeunes qui sont, s'ils ne sont pas véganes, ils sont végétariens ou flexitariens, etc. Et c'est quand même une vie difficile. Hier soir, c'était difficile. Enfin, voilà, tout le temps, on est ensemble. Et c'est compliqué quand même de changer le monde. Ouais, mais peut-être que pour dire un mot là-dessus,
il y a un énorme enjeu aujourd'hui à repenser nos relations avec les animaux domestiques et en particulier les animaux d'élevage. Parce que quand on entend le discours ambiant, on a l'impression qu'encore une fois, il y a une forme de dualisme. D'un côté, il y a les défenseurs de nos relations aux animaux d'élevage actuels, quoi, c'est-à-dire que soit on dit que tout va bien actuellement ou que tout est correct dans l'élevage paysan. Et de l'autre côté, chez les antispés et la majorité des véganes, on hérite d'un courant historique qui vient d'un philosophe australien qui s'appelle Peter Singer et qui est en France repris par les cahiers antispécistes et par un mec qui s'appelle Yves Bonardel, qui dit grosso modo qu'il faut cesser toute forme de relation avec les animaux domestiques et avec les animaux d'élevage, et que manger de la viande en tant que tel est un acte immoral. Mais ça, c'est pas faire justice à la complexité et à la réalité du monde tel qu'il est. Et l'enjeu aujourd'hui, c'est d'imaginer des relations avec les animaux d'élevage qui prennent la forme d'égard à la liberté et qui ajustent la considération et nos relations en fonction de la manière propre d'être vivant, pour reprendre cette expression de Baptiste Morisot, de chacune des espèces et de chacun des êtres. Aujourd'hui, du fait qu'on est dans un système industriel, quand un animal naît, on sait déjà à quelle date on va le tuer. Dans la très très grande majorité des cas, et même dans l'élevage paysan, en grande partie parce que les paysans sont obligés de le faire. On a justement rencontré des paysans qui essayaient de faire autrement dans l'animal, et ça a aussi été quelque chose d'important pour Béla et moi, parce que nous, globalement, on venait de milieux plutôt urbains, et on héritait justement de cette tradition antispéciste historique. Et il y a aussi une forme d'industrialisation de la mise à mort qui fait que nous tous ici, les animaux d'élevage, mais aussi en soi nous tous ici, on est juste de la valeur, quoi, de la valeur économique pour alimenter le système économique. Et donc, oui, il y a un énorme enjeu à repenser nos relations aux animaux domestiques et sortir de ce clivage et de ce dualisme entre il faut cesser toute forme de relation avec les animaux d'élevage et il faut tout est bien aujourd'hui, quoi. Mais après, peut-être que les gens se demandent du coup pourquoi je suis végane. En ville, c'est quand même très compliqué d'avoir ce type de relation, et même en général, je pense qu'à la campagne, c'est grosso modo complexe aujourd'hui, parce qu'on reste quand même imbriqué dans un système où il faut produire de la valeur, il faut faire du profit pour vivre, quoi. Justement, dans l'animal, on rencontre un éleveur qui fait de l'élevage intensif de lapins, qui nous a ouvert ses portes, et lui, il gagne 350 € par mois. Et il est obligé de faire son élevage, il a envie de sortir de cet élevage-là, mais à chaque fin de mois, il est obligé de s'endetter pour finir ses fins de mois, et pour sortir de cet élevage, il est obligé de rembourser sa coopérative. Et donc, tant qu'on sera imbriqué dans ce système qu'on appelle le capitalisme, on ne pourra jamais vraiment atteindre une société écologique. Et tant qu'il y aura des relations aliénantes envers les humains, on ne pourra pas sortir des relations aliénantes envers les non-humains. Françoise, je crois que tu voulais compléter. Moi, merci Vipulane, et c'est pour ça que c'est important qu'il existe des films comme ça et des récits qui disent tout cela. Et je pense qu'on a tous à œuvrer, et notamment, je pense, à faire savoir. Il y a une chose qui m'a beaucoup frappée, et je trouve que parfois, la presse, et c'est pour ça que c'est très inquiétant quand il y a des surconcentrations, ne dit pas assez les enjeux. Une anecdote qui n'est pas une anecdote, qui est une horreur absolue pendant le démarrage de la pandémie. Et je ne comprends pas pourquoi ça n'a pas fait la une de tous les journaux, de toutes les émissions, etc. À un moment donné, on a constaté que les visons d'élevage portaient le fameux SRAS, et avaient potentiellement la Covid et pouvaient peut-être la transmettre. C'est au Danemark, comme quoi aucun pays n'est parfait, loin de là. Et vous savez ce qu'ils ont fait ? Eh bien, ils ont tué tous les visons. Mais vous savez combien ? 18 millions. Et puis et on ne l'a pas vraiment dit. Enfin, c'est quand même une histoire absolument incroyable. Et puis qui montre aussi la limite de l'esprit humain. Parce que vous savez ce qu'ils en ont fait de ces 18 millions ? Ils les ont enterrés dans le sol. Or, on crève du fait qu'on fasse crever le sol et on va enterrer les visons dans le sol.
Je ne comprends pas pourquoi cette chose aussi stupéfiante ne soit pas mise en avant, parce qu'elle est bien symbolique de la bêtise de notre siècle. Hein? Je ne sais pas si c'est Bolloré qui a empêché l'information, mais elle a circulé, elle aurait pu être prise. Pour moi, je trouve ça tellement symbolique de ce que peut nous amener un certain système que je trouve qu'il faut le redirer. J'avais envie, malheureusement, de vous le dire, mais il faut aussi s'accrocher à ces oasis et ces lieux où on peut montrer que des choses sont possibles. Je vais passer mon micro à une personne qui, dans la salle, vous le fera passer. Je ne sais pas qui s'occupe de ça. Dans l'organisation de Livre en Marche, je veux bien que quelqu'un s'en occupe. Donc, comme d'habitude, plutôt des questions, le plus courtes pour qu'on en prenne un maximum. On va prendre à peu près 20 minutes de questions. Merci. Bonjour, merci pour ce partage. J'ai une question qui m'est venue d'abord pendant le film, puis après pendant les échanges là sur scène. C'est une question d'espoir aussi. L'écologie peut-elle être populaire, ou autrement formulée, pourquoi faut-il des centraliens pour planter des patates en agroécologie ? On n'a pas entendu la fin. Pourquoi faut-il ? Pourquoi faut-il des centraliens pour planter des patates en agroécologie ? C'est pas qu'il faut, c'est qu'ils décident de le faire. Et la question qu'on doit se poser, c'est pourquoi ils ont eu tout d'un coup cette conscience. Et c'est ça qui est intéressant. Je m'excuse, la question de pourquoi il faut, allez leur poser. Oui, je pense qu'il ne faut pas opposer l'écologie populaire à l'écologie des centraliens. Enfin, c'est intéressant. Moi, effectivement, mon bouquin parle d'une fraction de la jeunesse, mais je pense que toute la jeunesse est concernée par les effondrements de la biodiversité, par le réchauffement climatique. Donc, on ne peut pas opposer en fait ces deux jeunesses-là. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que le centralien, il n'a aucune raison d'aller planter des patates en réalité, parce que lui, il a un avenir qui est plutôt serein. Donc c'est intéressant de ce que ça dit en fait du système quand ces élites n'y vont plus ou n'y croient plus, quand les élites ne croient plus au système. Voilà, c'était ça qui était intéressant. Je pense que notre culture est la première à tellement surestimer l'école. Il n'y a pas longtemps encore, je faisais partie d'une génération où 3% des enfants arrivaient jusqu'au bac. Aujourd'hui, ça dépasse les 90%. Et on croit qu'il faut faire une hiérarchie sur les diplômes scolaires. Or, j'ai eu assez de diplômes pour savoir que ce n'est pas un bon mode de sélection. Mais que la sélection sur le terrain, elle est beaucoup plus efficace. Et actuellement, les États-Unis, l'Allemagne sont en train de revaloriser la sélection au jour le jour. Et en médecine, dans ma discipline, aux États-Unis, les internes ne sont pas sélectionnés sur le diplôme, ils sont sélectionnés sur leur manière d'être tous les matins à l'hôpital. Ils sont jugés par leurs pairs, par leurs professeurs, par les malades et par les fonctionnaires de l'hôpital. Tout le monde les juge. Ce qui fait qu'il y a un mode de formation beaucoup plus juste que le diplôme, où il y a des gens qui ont une intelligence scolaire tout à fait efficace, ils vont rapide, ils vont à l'essentiel, ils sont reçus à leur diplôme, ils n'ont rien volé, ils sont adaptés au système, ils n'ont rien volé, mais ça disqualifie complètement le travail sur le terrain. Et pour répondre à votre remarque sur les animaux d'élevage, on avait dirigé un travail sur deux types d'éleveurs. Des éleveurs qui visaient la rentabilité, c'est-à-dire qu'ils étaient rentables. Le nombre, l'efficacité, les hormones pour qu'il y ait plus de viande, les papiers, c'était des chefs d'entreprise, et on avait comparé avec une autre qualité, style d'éleveur, qui avait des élevages moins grands,
mais on avait eu un repère comportemental, c'est que ces éleveurs-là, avant d'aller se coucher le soir, allaient dire au revoir à leurs vaches. Justement, dans Animal, on rencontre un éleveur qui a vraiment qui donne un nom à chachune de ses vaches, qui fait limite l'appel de ses vaches et tout, quoi. Alors ils allaient tout simplement, le repère comportemental psychologique pour nous, c'était pourquoi est-ce que certains font les papiers et pourquoi est-ce que d'autres vont dire au revoir à leurs vaches avant de se coucher. Et devinez le résultat, c'est que les éleveurs qui gagnaient beaucoup d'argent, qui étaient efficaces au sens de notre culture, l'efficacité, il y avait un nombre de dépressions et de suicides faramineux. Alors que dans les éleveurs qui allaient dire au revoir à leurs vaches, ils étaient contents, leurs vaches étaient contentes. Enfin, on fait comme si on avait compris qu'elles étaient contentes. Mais en tout cas, eux, ils avaient une relation humaine avec les vaches. Et le résultat, c'est que ces éleveurs-là avaient très peu de dépression et très peu de suicides. Or, l'exemple des élevages, c'est ce qui se passe actuellement dans les universités et dans les écoles et dans les industries, où on évalue, on surcote tellement l'efficacité qu'on oublie la relation humaine. Et quand on voit qu'il y a énormément de burn-out actuellement chez tout le monde, et que quand un bon étudiant ou quand un employé ou un ouvrier fait un burn-out, il n'est pas plus efficace que quelqu'un qui a envie de faire des études, qui a envie de travailler. Donc il y a sûrement un style relationnel à changer dans les mois qui viennent. Peut-être pour compléter aussi, en fait, ce qu'on appelle l'écologie des classes privilégiées, c'est justement ce qu'on pourrait appeler l'environnementalisme, ou en tout cas une écologie qui ne prend pas en compte les questions sociales. C'est pas vraiment de l'écologie en soi, par définition même. Et deuxième chose, il y a un bouquin qui est a priori intéressant, parce que je ne l'ai pas encore lu, qui s'appelle l'écologisme des pauvres, et ça explique notamment qu'en réalité, dans les classes populaires, il y a une forme d'écologie, mais qui est une écologie de subsistance. C'est-à-dire que, par exemple, en Inde, les personnes qui sont dans les bidonvilles et qui ont leurs cours d'eau qui sont pollués, qui n'ont absolument pas de vivants dans ces quartiers-là, ont une forme d'écologie de subsistance parce que ils sont obligés de lutter pour avoir des meilleures conditions de vie. Et ça passe par avoir une autre forme de relation avec le monde vivant. Oui, bonjour. Ma question, elle s'adresse un peu à tout le monde, mais peut-être plus à Vipulan. Tu parlais des actions, des marches pour le climat auxquelles j'ai participé. J'ai 29 ans, j'ai changé mes façons de consommer, de voyager, de m'alimenter. J'ai fait des marches pour le climat. J'ai essayé de m'investir aussi sur le plan politique. Aujourd'hui, je suis un peu à court d'idées. Et pareil, je ne crois plus trop aux marches pour le climat. Tu parlais, j'ai noté toutes les références de livres. Moi, j'en ai lu un, c'est Lettre à la génération qui va tout changer de Raphaël Glucksmann. Toi, tu parlais de nouveaux modes d'action auxquels tu crois. Toi, est-ce que tu crois en la politique? Enfin, moi, en voyant ce qui se passe là sur 2022, moi, je suis très inquiet. Est-ce que tu crois en mode d'action politique ou est-ce que tu en envisages d'autres? Oui, là, j'avais parlé surtout de modes d'action en soi, qui sont politiques, parce que la politique, c'est tout ce qui touche à l'organisation de la société. Donc même là, la discussion qu'on a en soi, c'est politique. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas non plus abandonner les systèmes politiques, parce que tous les modes d'action que j'ai expliqués se faisaient un peu en dehors du système politique. Donc après, moi, je ne pense pas vouloir m'investir à l'intérieur des institutions politiques, mais je pense que, par exemple, voter, c'est absolument important, parce que ça permet d'avoir quelqu'un au pouvoir qui est le plus proche possible de ses idées, et ça sera toujours mieux d'avoir Jadot et Mélenchon que l'autre guignol de Zemmour. Oui, bonjour. Moi, c'est une question plus en lien avec ce qui a été dit juste avant. C'est ironique, vous nous dressez un portrait qui est très intéressant, de quelqu'un qui a des valeurs et qui finalement s'en sort mieux psychologiquement. J'ai une vision peut-être un peu moins optimiste sur, par exemple, en écho à la pauvre magistrate qui s'est suicidée, avec cette notion de rentabilité qu'on impose, même dans l'humain, pour la justice. La même chose pour la T2A, donc l'optimisation des soins médicaux dans les hôpitaux.
où justement les médecins qui ont des valeurs humaines et veulent prendre du temps ne peuvent plus le faire, les soignants de la même manière, hein, aides-soignantes, infirmières, tout le monde est concerné, et on se retrouve avec beaucoup de burn-out dans ces métiers-là, parce que justement ils ont des valeurs humaines, de l'empathie, et qu'ils ne peuvent plus l'exercer qualitativement comme ils l'entendent. Donc voilà, c'était juste pour peut-être pondérer. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça ? Oui, merci pour cette question. Parce qu'à l'université à Toulon, on a fait une évaluation des soignants, infirmières, médecins, aides-soignantes dans les services hospitaliers. Et on a fait des évaluations psychologiques du burn-out. C'est un mot qui est entré dans notre culture américaine depuis pas longtemps. Avant, on appelait ça la dépression d'épuisement professionnel, une sorte d'usure de stress par l'usure des cadences. Et on a trouvé des chiffres insupportables. Presque 50% des soignants dépriment. Or, ils dépriment, et ce n'est pas dans les services d'urgence qu'ils dépriment le plus. Dans les services d'urgence, on est fatigué physiquement. Mais il y a une coordination de l'équipe qui fait qu'on est content de soi quand on a réussi une réanimation. C'est dans les services de chronique qu'on a trouvé le plus de dépression, parce que le travail est usant et n'a pas de sens. Et je pense que ce que je viens de dire, c'est ça qui modifie le plus. On a fait à l'université de Mons, en Belgique, où j'enseigne aussi, on a fait une évaluation des dépressions des jeunes aujourd'hui. Les enfants, les petits, ont pris un petit retard scolaire parce qu'ils ne peuvent plus décoder les mimiques faciales pour apprendre à parler à cause du masque. Et il y a eu un tel rebond d'attachement quand ils sont revenus à l'école qu'ils ont rattrapé leur retard en quelques semaines. Donc oui, il y avait un retard de langage, c'est pas très grave. Je ne dis pas ça du tout pour les adolescents. Les adolescents, eux, ils sont à un moment du développement de leur cerveau où il y a un élagage synaptique. Ça veut dire que c'est un âge où on apprend, notre cerveau fonctionne de plus en plus vite en utilisant de moins en moins d'énergie. Parce que les circuits neuronaux sont bien faits et on a 2-3 ans à apprendre, où on apprend très vite. Ils viennent de rater 2 ans à un moment sensible de leur développement. C'est rattrapable, mais ils seront obligés de faire en 4 ans ou 5 ans ce qu'ils auraient été capables de faire en 2 ans. Donc c'est rattrapable, mais ça veut dire qu'il va y avoir il y a déjà des résultats scolaires qui sont très mauvais. Parce que les écrans, j'enseignais à l'école de magistrature à Bordeaux. Et pendant un moment, ces femmes, parce qu'il y a une majorité de femmes, elles avaient tellement de travail que j'ai cru les aider en faisant un enseignement par MOOC, par écran. Catastrophe. Elles se sont ennuyées et le jour de l'examen, l'acquisition des connaissances était mauvaise. Il faut une relation humaine. Il faut hocher la tête. Il faut sourire. Il faut se fâcher. Il faut une relation humaine pour motiver. C'est l'émotion qui avive la mémoire. Et face à un écran, moi je suis bien face à un écran, je fais tous les jours des zooms face aux écrans. Je suis en pyjama, je suis bien, je suis chez moi, je mets juste une cravate pour l'écran et le reste est en pyjama. Mais les étudiants, ils ont aussi un pyjama mental. Ils sont en pyjama eux aussi, comme moi. C'est-à-dire qu'il faut une relation humaine, parce que c'est ça qui nous stimule, c'est ça qui nous motive. Or, actuellement, merci pour votre question, les soignants sont en immense difficulté, quel que soit le niveau. Parce que travailler 18 heures par jour dans une condition de stress incessant, ça se paye. Et de plus, et je le redis, ce n'est pas dans les services d'urgence qu'il y a eu le plus de dépression. C'est dans les services dépourvus de sens, dans les services usants, chroniques. Donc je pense que dans les réformes à venir, il faudra réintroduire des naïvetés qu'avaient nos anciens, le sport,
qui active le système nerveux. Quand j'étais gamin, je jouais au rugby. Ici, on ne joue pas au rugby. Et les Savoyards ont bien tort de ne pas jouer au rugby. Mais on disait que plus on a des biceps gros, et on disait plus on a des biceps gros, plus le cortex est plat et moins le zizi fonctionne. Alors on disait des choses comme ça. On a fait des neuroradiologies, des IRM, et on constate que quand on fait fonctionner ces muscles, on stimule la zone cérébrale correspondante. Donc c'est exact. Et pour les musiciens, on voit que les pianistes, par exemple, ont la zone qui correspond au doigt autour de la zone du langage hypertrophiée parce qu'ils entraînent leurs muscles. Alors pour le zizi, on n'a pas encore fait d'expérimentation, mais je suis convaincu qu'un jour on arrivera aussi à démontrer que c'est faux. Donc ça veut dire qu'on a oublié des mécanismes fondamentaux de notre plaisir d'être ensemble. Et que, au nom de la vitesse, au nom de la rentabilité, d'ailleurs on n'augmente pas la vitesse, les pays d'Europe du Nord qui ont décidé de ralentir le développement des enfants, ils sont en retard. Il n'y a pas de notation avant 11 ans. Les enfants sont en retard à 2 ans et à 15 ans, aux évaluations PISA, ils sont médailles d'or. J'ai été invité à travailler au Japon et en Chine, où l'école est devenue une forme de maltraitance. J'ai entendu cette phrase tous les jours. Quelques gosses font des performances stupéfiantes, les filles surtout, des performances stupéfiantes, au nom d'un massacre insupportable. Donc, est-ce qu'on peut continuer pour que 2-3 gosses fassent des performances impressionnantes? Est-ce qu'on peut continuer à massacrer le reste de la population? Je crois que là, il y a un choix, pas tellement un choix politique, il y a un choix éthique à faire. Est-ce que vraiment il faut continuer comme ça? On va prendre une dernière question. Merci. Moi, tout à l'heure, j'ai entendu qu'il ne fallait pas céder à l'effondrisme, donc en effet. Donc j'ai l'impression qu'il y a des solutions qui existent, notamment mais surtout peut-être des cas isolés qui ont du mal peut-être encore à se faire connaître. Et je voudrais, pour faire le lien avec le film, avoir votre avis sur un peu la question que pose Greta. Elle se heurte à un mur face à nos dirigeants. En effet, on l'écoute, mais elle attend des réponses qu'elle n'obtient pas. Enfin, c'est ce que le film montre. Est-ce que je pourrais juste avoir votre avis sur cet obstacle que Greta connaît? Et est-ce que, votre avis, nos dirigeants, est-ce que ce sont eux qui ont les clés en main actuellement, ou il faudrait en effet que ça vienne d'autres initiatives? Du coup, j'en avais déjà un peu parlé, mais je pense pas que Macron ou les grands dirigeants politiques et économiques d'aujourd'hui vont se dire ah bah tiens, je vais complètement changer ma politique pour prendre en compte cette question-là. Et on l'a très bien vu avec la Convention citoyenne pour le climat, parce que quand on met des citoyens ensemble et qu'on leur donne les informations, on voit les propositions qui sortent derrière, quoi. Mais sauf que ça a été toutes les propositions, ou quasiment toutes, ont été complètement bafouées par l'Assemblée nationale, le Sénat et le gouvernement derrière. Donc il faut réussir à trouver des moyens pour les contraindre, et il faut aussi changer les dirigeants politiques et économiques. Et de manière plus large, essayer de faire en sorte d'avoir d'autres systèmes économiques et politiques qui ne se fondent plus sur des concepts comme la croissance du PIB qui ne veut plus rien dire aujourd'hui. Le PIB, c'est un indicateur qui a été élaboré en 1934 par un économiste américain qui s'appelle Kuznets pour comprendre la crise de 1929 aux États-Unis. Donc, dès le début, c'était un indicateur pour comprendre les crises et en effet, à ce moment-là, il montrait qu'il y avait une chute de la production. Mais Kuznets lui-même, à cette époque, disait que ça ne voulait absolument rien dire en termes d'inégalité, en termes de destruction d'écosystèmes, etc. Alors qu'aujourd'hui, quand on écoute les discours de certains économistes néoclassiques, quand on écoute les discours de politiciens, on a l'impression que le PIB veut absolument tout dire et que si on a une croissance du PIB, alors c'est bon, la société va bien. Et le contre-exemple parfait,
vis-à-vis de ça, c'est les États-Unis et la Californie, où il y a une croissance du PIB qui est incroyable, mais il y a aussi une destruction des écosystèmes qui est incroyable, et où il y a une hausse des inégalités qui est incroyable. Donc il y a une nécessité absolue aujourd'hui de repenser tous les concepts qui fondent notre société. Donc il y a la croissance et le PIB. Et Éloi Laurent parle d'utiliser plutôt des indicateurs comme la santé des enfants, l'éducation, le bien-être, etc., plutôt que le PIB. Mais on peut aussi questionner d'autres concepts comme la valeur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans cette salle, chacun d'entre vous est une forme de valeur économique. Et que vous êtes aussi une matière sur laquelle on peut porter un jugement moral en fonction de votre utilité dans la société. Et que notre société est dictée par la loi de la valeur qui amène ensuite à la logique de la croissance du PIB. La forme de la valeur qui est la marchandise, le travail en tant qu'activité de production à des fins strictement économiques et à des fins de production de valeur. On pourrait aussi parler du temps abstrait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la définition d'un système économique capitaliste, c'est le passage du temps des cycles biogéochimiques au temps abstrait des horloges. Et à partir de tous ces concepts-là, on peut désigner ce qu'est réellement un système économique qui est dit capitaliste. Et on comprend que, par exemple, l'URSS, sous Staline, Lénine ou Cuba ou la Chine d'aujourd'hui, en réalité sont aussi des régimes capitalistes parce qu'ils sont fondés sur ces concepts-là. Et tant qu'on aura une société fondée sur tous ces concepts-là, on ne pourra pas vraiment accéder à une société écologique. Donc il y a vraiment un grand enjeu à toujours repenser l'historicité des concepts, c'est-à-dire d'où ils viennent aujourd'hui, quelle est leur utilisation qu'on en fait, et est-ce que cette utilisation-là est vraiment appropriée. Désolé, c'est un peu abstrait, mais je pense que c'est vraiment important de faire ce travail d'analyse historique pour comprendre ce qu'est réellement la société aujourd'hui et pour essayer d'imaginer autre chose. Oui, je trouve ça hyper intéressant ce que tu viens de dire. Et en fait, il y a quelque chose, tu parlais du mur. Le mur, c'est ça, ça commence par ça, en fait. Ça commence par déconstruire tout ce qu'on nous a appris et inventer autre chose. Et cette génération est en train d'inventer quelque chose. Il change notre imaginaire. Voilà, l'imaginaire de la croissance, l'imaginaire de la consommation, toutes ces choses avec lesquelles on grandit depuis notre naissance, aujourd'hui, sont remis en question par cette génération-là. Et ce mur, en fait, cette métaphore du mur, elle est intéressante. J'ai, dans le livre, discuté avec un sociologue, Jean-Philippe Neuville, qui travaille à l'INSA, et qui m'expliquait que ce qu'on a vu là dans le documentaire, ce mouvement, cette vague, elle va passer par-dessus le mur. Le mur, il aura beau rester à sa place, la vague va passer par-dessus. Et c'est ça qui est en train de changer, c'est ce que tu viens de raconter, c'est l'imaginaire, en fait. Et cet imaginaire-là est en train de changer. Je pense qu'on ne pouvait pas mieux finir cette table ronde. Voilà, un grand merci à tous les quatre.